va démarrer ici avec les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui les construit, qui les détricote aussi ou des critiques, puisque c'est un ancien journaliste qui connaît ça par cœur et qui prend le temps de les analyser sous tous les angles. C'est Xavier Degros qui est avec nous pour commencer cette deuxième partie. Bonjour Xavier. Bonjour Ingrid, tu vas bien? Bonjour. Et bon, Xavier, tu es consultant, formateur indépendant en marketing digital, en réseaux sociaux, depuis une dizaine d'années maintenant. Tu aides les entreprises, les institutions et les marques à utiliser des contenus numériques pertinents, à les adapter évidemment, à convertir leur public cible, à les fidéliser. Et tu as décidé aujourd'hui d'évoquer avec nous 4 tendances qui vont être majeures selon toi en 2021. Oui, 4 tendances, et d'ailleurs je vous propose de jouer avec moi, puisque c'est pas les 4 tendances, ce sont mes 4 tendances, et j'aimerais beaucoup entendre vos tendances. Donc, je vous propose de faire un petit jeu dans le chat, hein, si vous suivez le flux YouTube. Vous allez indiquer, je vous propose 2 tendances. 2 tendances qui sont pour vous les 2 tendances les plus importantes que vous pensez voir apparaître dans les prochaines semaines, puisque 2021 frappe déjà un petit peu à la porte, hein, et on en attend tellement que on l'ouvrirait déjà bien maintenant. Donc allez-y, dans le chat, j'attends de votre part 2 tendances, et ce que je vous propose, c'est tout simplement que la personne qui aura le plus vite crié bingo dans le chat, c'est-à-dire qui aura identifié les 2 mêmes tendances que moi, ben je l'invite l'année prochaine au Comvision 6. À ce moment-là, c'est moi qui l'invite, c'est moi qui paye. Ça va? On fait comme ça? Elle est parfaite. Alors d'abord quelques tendances, si vous voulez, que j'aurais bien aimé vous annoncer comme des tendances lourdes, hein, la fin des fake news par exemple, la fin des complots, la fin des climato-sceptiques, des bulles de filtre. J'aurais bien aimé aussi vous annoncer pour 2021 la fin du cyberharcèlement, hein. J'en profite pour vous recommander vivement ce roman, si vous l'avez pas encore lu, celui de Myriam Leroy, Les yeux rouges. Très très impressionnant, on en sort absolument bouleversé. La fin des haters aurait été pas mal aussi, hein. J'en ai vraiment ras-le-bol moi de tous ces haters, et en particulier sur Twitter. J'aurais bien aimé aussi vous annoncer la fin de la captologie. Vous savez, c'est cette science qui amène les utilisateurs à passer encore plus de temps dans les plateformes sociales et qui font finalement beaucoup plus de dégâts que de bien. J'aurais bien aimé aussi, et c'est ce que vous voyez sur la droite de votre écran, vous annoncer la fin des plagiats entre plateformes. Elles se copient toutes aujourd'hui. Il y a quelques jours d'ailleurs, vous avez vu que Twitter s'était mis alors officiellement, ça s'appelle pas des stories, mais ça y ressemble quand même très très fort, hein. Ça s'appelle des fleets sur Twitter. Donc j'aurais bien aimé vous annoncer tout ça. Je pense qu'il va y avoir du mouvement dans tous ces sujets-là, et j'espère dans le bon sens en 2021. Mais je pense sincèrement que il y a des tendances beaucoup plus lourdes qui s'annoncent. Alors moi, j'ai consulté ma boule de cristal, hein, pour préparer ici aujourd'hui cette session, ce colloque. Et la première tendance, donc on va déjà voir si parmi vous certains avaient noté cette tendance. Pour moi, c'est clairement le social commerce, hein. On a vu qu'il y avait un vilain virus qui changeait énormément de choses, hein, dans nos vies au quotidien, et y compris dans nos usages d'Internet, des réseaux sociaux, mais aussi plus globalement de tout ce qui était digital. Et on a vu le e-commerce véritablement exploser ces derniers mois. Il était déjà en forte croissance et ça ne fait que se confirmer, évidemment. On a vu toutes les plateformes essayer d'en profiter un maximum, hein, que ce soit Instagram. On a vu il y a quelques semaines d'ailleurs que Instagram ajoutait un onglet shopping. Vous avez vu d'autres plateformes s'y mettre. Il faut regarder de très près aussi ce que prépare Pinterest en termes de e-commerce. Et ce que vous voyez ici, c'est quelque chose qui va arriver. C'est un bouton véritablement de shopping sur quoi? Sur une messagerie instantanée, donc sur WhatsApp ici en l'occurrence. Donc tout le monde est en train d'en profiter, mais je crois que la vraie tendance qui s'annonce pour 2021, c'est pas tellement de renvoyer vers des magasins en ligne, ça sera plus le commerce social intégré,
Autrement dit, on va pouvoir, sans friction, sans frein, acheter directement dans les plateformes sociales elles-mêmes. On sait que Facebook aimerait beaucoup que ça se passe. Hein. Dans un premier temps, il nous promet, il nous jure, grand Dieu, qu'il ne prendra pas de commission au passage, mais on peut se douter évidemment qu'une fois que tout le monde sera captif, il y aura une petite commission presque mafieuse à verser aux géants Facebook. Et quand je dis Facebook, c'est le groupe Facebook, hein, puisque on sent bien que le paiement intégré dans les plateformes sociales concernera aussi, évidemment, Instagram et aussi WhatsApp et Messenger. Donc, c'est une première grosse tendance et elle sera, à mon avis, elle aura pour conséquence un effet direct sur les publicités. Aujourd'hui, on considère que parmi les réseaux sociaux, Facebook est la plateforme qui est la plus rentable quand on lance des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux sociaux. Ce sera probablement toujours le cas en 2021, mais on va voir sans doute le coût progresser, évoluer. On voit déjà qu'il a rebondi hein, après le premier confinement. Le deuxième confinement amène peu de différence par rapport à ça, donc le trend est toujours haussier. Et je pense qu'à partir du moment où on va pouvoir acheter directement dans la plateforme de Facebook au sens large, eh bien ça justifiera des prix d'annonces publicitaires encore plus élevés, puisqu'à ce moment-là, la fameuse question du ROI, du retour sur investissement, sera encore plus facilement réglée, puisqu'il y aura directement les budgets en relation avec les recettes. Donc, je pense qu'il y aura un effet indirect sur les publicités et en particulier sur leurs coûts. Deuxième tendance, alors je compte sur une grille pour vérifier s'il y a un bingo déjà qui se dessine dans le chat. Deuxième tendance, les messageries privées. On a vu les plateformes exister depuis maintenant, les plateformes sociales, 17 ans, 18 ans, d'accord. Donc, autrement dit, elles commencent à être un peu majeures. Hein. Il y a peu de changements à attendre au niveau des tout gros acteurs, à mon avis, en 2021. Comme on dit aux États-Unis, the first takes all. C'est un petit peu le premier qui domine hein, et qui a d'ailleurs les moyens pour acheter tous les concurrents ou les plagier, hein, ce qui n'est jamais une tactique que Zuckerberg déteste. Hein. Donc soit il les rachète, soit il les copie. Donc toutes les plateformes leaders, je dirais, vont continuer à percer. On verra quand même des évolutions pour moi au niveau des plateformes un peu plus émergentes et je pense que TikTok va continuer à percer véritablement. On voit ici en jaune, vous voyez peut-être en bas à droite de ce graphique en jaune, la percée de TikTok depuis le premier confinement. Il a carrément dépassé Snapchat. Ici, je vous parle de chiffres belges, hein, d'accord. Et probablement qu'on va voir TikTok continuer à progresser directement, mais aussi indirectement, puisqu'il y a un effet de contagion de ces fonctionnalités dans les autres plateformes. Ce que vous voyez en bleu, c'est Instagram. Donc, vous voyez quand même le rapport de force n'est quand même pas encore favorable à TikTok, mais les deux courbes vont peut-être un peu plus se rejoindre en 2021. Ce que vous ne voyez pas non plus sur ce graphique, c'est l'évolution de Facebook qui baisse, qui baisse, qui baisse, et qui risque peut-être en 2021 en Belgique d'être dépassé en termes d'usage en tout cas, peut-être pas en nombre d'utilisateurs, faut pas exagérer, mais en termes d'usage par sa petite sœur Instagram qui continue son petit bonhomme de chemin et sa croissance. C'est d'ailleurs la plateforme préférée des social media marketeurs. Donc je vous disais, pas de grosse évolution me semble-t-il du côté des grosses plateformes, mais par contre on va voir une évolution au niveau des usages. On a eu, je dirais, une première vague, si j'ose encore parler de vague dans le contexte qui est le nôtre, qui était la vague des pages d'entreprise, des pages d'institutions, des pages de marques. Et cette première vague est en train de s'affaiblir très très fortement. Vous avez remarqué depuis à peu près 2 ans maintenant que les groupes en particulier prennent le relais. C'est là que se passent vraiment les échanges
entre communautés affinitaires, comme dirait Gaëtan Servet. Euh, ça va évidemment continuer. Donc, 2021 va être favorable au groupe, mais, je pense que 2021 sera surtout l'explosion en réalité de la communication one-to-one, donc de personne à personne. Hein. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme de H2H, hein, d'humain à humain. Autrement dit, les messageries privées vont cartonner. On voit sur ce graphique, hein, de nouveau, c'est belge au niveau des requêtes Google, que il y a eu une première explosion au moment de la première vague, mais tous les trends étaient déjà positifs, haussiers pour Messenger, WhatsApp, Discord, Telegram, peut-être WeChat aussi. Il y a un deuxième petit pic au niveau du deuxième confinement. Et je pense que la croissance va être là. C'est un peu le sens de l'histoire, hein, après avoir eu des communications, comme diraient les anglo-saxons, one to many, donc d'une marque vers un ensemble d'utilisateurs. Après avoir eu des communautés plus fermées, sous forme de groupes, eh bien, on arrive au niveau le plus singulier de la communication, qui est la communication interpersonnelle. Et les messageries instantanées sont évidemment des superbes canaux pour ça, avec une vraie difficulté du coup pour nous les marketeurs hein, digitaux, c'est comment exister avec nos contenus, avec nos demandes d'interaction dans ces canaux-là, sans passer pour des vilains spammeurs, sans griller finalement cette authenticité qu'on peut avoir dans les messageries privées, cette transparence qu'on peut avoir aussi, hein, puisqu'on sait que les messageries privées sont essentiellement utilisées pour les communications entre proches. Eh bien, comment est-ce que les marques vont pouvoir trouver leur place là-dedans? Est-ce qu'elles ont d'ailleurs leur place là-dedans? Je serais ravi de vous lire d'ailleurs, donc n'hésitez pas dans le chat à me donner peut-être même des pistes, parce que je vous cache pas que c'est une question qui me taraude depuis des mois. On voit bien l'usage, on voit bien ce que Zuckerberg veut faire avec une messagerie unifiée pour toutes ces plateformes, avec ces communications-là qui sont probablement aussi moins régulées. Mais comment est-ce qu'en tant que marque, on va pouvoir exister? Je pense que la clé, elle passera par, d'une part, vraiment la convivialité qu'on peut avoir avec ses cibles, avec ses audiences, et d'autre part avec l'utilité qu'on peut démontrer vis-à-vis de ses audiences, c'est-à-dire être moins dans une posture de promotion directe, de sales, hein, vraiment de vente, mais plus dans une posture d'aide, de soutien. Et d'ailleurs, je vous invite à noter ce mot-clé, ce hashtag utility. Je pense qu'il résume bien cette tendance-là. Donc, à la fois la personnalisation et à la fois le caractère utile d'une marque, d'une entreprise pour son audience et pas uniquement une approche mercantile, mais vous verrez que j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Si vous voulez savoir à quoi ça va ressembler du coup ces messageries instantanées, comment est-ce qu'elles vont évoluer, je vous conseille de faire comme Mark Zuckerberg, c'est de loucher un peu trop du côté de la Chine et en particulier d'une plateforme qui s'appelle WeChat, qui est vraiment passionnante à observer, qu'on utilise très peu en Europe pour l'instant, qui est surtout très intéressante par tout ce qu'on appelle les mini-applications, pardon, qui viennent se greffer dans WeChat même, et c'est en gros une plateforme où vous pouvez tout faire, quoi. D'acheter un ticket pour les Ardentes, tiens, par exemple, à avoir des conseils santé, à communiquer avec vos proches, à faire des stories, à faire des tas de choses, quoi. Donc WeChat, ça c'est si vous voulez regarder le futur, regardez du côté de cette application chinoise en particulier là. Deux sous-tendances aussi dans les messageries privées, me semble-t-il. La première, et on verra s'il est éphémère, c'est justement ces contenus éphémères. Toutes les plateformes sont en train de copier à leur tour Snapchat par rapport aux messages éphémères. Je crois on a démontré aussi par les stories que les contenus soi-disant éphémères étaient privilégiés par les utilisateurs. On va voir si ça se
développe en particulier dans les messageries instantanées, mais il y a beaucoup de chance. Et Instagram, par exemple, vient de lancer ça, WhatsApp également. On verra si cette tendance disparaît rapidement. Ce qui est sûr, c'est que l'autre sous-tendance, elle, risque de ne pas disparaître rapidement. L'autre sous-tendance, pour moi, dans les messageries instantanées, vous la voyez déjà en réalité. Si vous avez, comme moi, la chance d'avoir des ados à la maison, vous les voyez communiquer par messagerie instantanée, mais plus du tout sur leur clavier. En réalité, le téléphone est penché et vos ados s'envoient des segments vocaux, des petits clips audio. Et ça, c'est une tendance qui est extrêmement forte, qui a le mérite pour les marques de jouer sur l'authenticité, sur la relation privilégiée. On sait que la voix, c'est pas une grille qui me contredira, la voix est particulièrement porteuse d'authenticité, d'émotion. D'accord. Donc ça aide à humaniser les marques très très fort. Donc je pense que ça sera une tendance très très forte dans les messageries instantanées, mais plus globalement aussi d'ailleurs peut-être dans les contenus. Vous avez vu, et je ne veux pas vous rebassiner avec la tendance des podcasts, tout le monde en parle depuis au moins 3 ans. C'est tellement tendance que j'ai moi-même tendance à dire qu'il y aura bientôt plus de producteurs de podcasts que de consommateurs de podcasts. N'empêche que le son, il est là. Et vous voyez que les plateformes, notamment Twitter, en profitent. Ils viennent de lancer les tweets audio. On verra ce que ça donne. En tout cas, je suis sûr que dans les messageries instantanées, ça sera une vraie tendance. Alors attention, on va voir s'il y a des bingos dans la salle. La troisième tendance, en tout cas selon moi, restons modestes par rapport à tout ça, c'est le remixing. Alors, qu'est-ce que c'est le remixing? Vous connaissiez déjà en fait ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, c'est-à-dire des contenus générés par les utilisateurs et souvent sollicités. Regardez ici l'humoriste liégeoise géniale Manon Le Pomme qui invite ses fans à poster une vidéo dans les commentaires et qui ensuite va, avec cette vidéo, va générer une autre vidéo. C'était au temps du premier confinement. C'est ce qu'on appelle de l'UGC, contenu généré par l'utilisateur. Ça existe depuis très longtemps, ça va continuer à persister, évidemment. Vous connaissiez aussi les contenus DIY, do it yourself, c'est-à-dire des guides finalement, les comment faire ceci, comment faire cela. Ça aussi, utility, vous vous en souvenez? Donc ça aussi, ça va continuer à être très intéressant pour les marques à exploiter. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est ce nouvel acronyme, après le DIY, le FIY, autrement dit, le Finish It Yourself. Ça vient de TikTok en réalité. Pour ceux et celles qui sont dans TikTok ou qui ont déjà eu la curiosité d'aller jeter un œil, une oreille et d'y avoir passé probablement du coup au moins la soirée, vous savez qu'on peut réexploiter un son, un filtre, etc. Et quelque part, ce contenu-là guide les prochains utilisateurs dans la production de leur contenu. Alors, le résultat final, c'est que il n'y a plus un seul utilisateur qui poste un contenu, c'est que vous avez une myriade de consommateurs qui postent des contenus qu'ils ont finalisés entre guillemets eux-mêmes, et ça limite évidemment le risque de voir des contenus liés à votre marque qui sont complètement à côté des valeurs, d'accord? Donc, ça réduit les risques dans les opérations d'UGC des marques, des institutions, des entreprises. À quoi ça peut ressembler, parce qu'on va pas tous se mettre à faire des chorégraphies, et tous les directeurs, directrices marketing vont pas s'inventer chorégraphes. Il faut le voir au sens large. Le remixing, c'est donc donner du contenu ou un petit bout de contenu à vos audiences sur les réseaux sociaux pour qu'elles en fassent quelque chose, qu'elles le personnalisent, qu'elles finalisent finalement ce contenu. Quelques exemples ici avec Ikea dans le décor duquel vous allez pouvoir ajouter votre silhouette et finalement poster cette vidéo ou cette photo sur les réseaux sociaux. Bingo pour la marque, évidemment, qui ne sera plus la seule à communiquer, mais finalement ses clients deviennent ses ambassadeurs. Bien joué. Ou à droite, par exemple, L'Oréal qui propose en ces temps de Zoom
Microsoft Teams, de Meet, de Whereby, de que sais-je encore en termes de plateformes de visioconférence qui permet ces filtres permettent d'être maquillés, de tester plusieurs maquillages. Alors, à votre créativité, hein, puisque cette tendance-là du remixing, finalement, le ciel est la limite, quoique. Donc, c'est vraiment vous qui allez en définir les bonnes pratiques, mais la tendance de fond, elle est là. Quatrième et dernière tendance que j'avais envie d'épingler avec vous aujourd'hui, et pour avoir écouté un petit peu les trois premiers orateurs, ben, on va se rejoindre évidemment, et tant mieux, hein, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, des marques, des institutions, dans ce contexte qui est quand même un contexte certes d'économie de l'attention, mais aussi d'anxiété. On va chercher à regagner de la confiance. Et la confiance, ça se décrète pas. C'est pas une marque qui peut décider si elle inspire ou pas confiance. Par contre, elle peut faire en sorte d'inspirer cette confiance, et ça va être vraiment son travail cette année-ci, avec un vrai devoir de cohérence entre ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et ce qui en est dit à l'extérieur, parce que trop souvent il y a du décalage, et ça c'est problématique, hein. Le contexte est tellement particulier qu'on voit que les marques qui osent aller au-delà de la pure promotion, mais qui vont clairement surfer sur des valeurs du moment comme la solidarité par exemple, hein, sur l'économie circulaire, sur l'environnement, hein, très très important, sur la santé, évidemment, sur le genre, hein, la question du genre, le caractère inclusif. Toutes ces marques ont plutôt tendance à marquer des points. Je pense qu'il va y avoir une petite fatigue par rapport à ça, et on va voir si les marques continuent à être sincères et si elles ne sont pas prises à leur propre jeu, avec un décalage entre ce qu'elles font et ce qu'elles disent sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais attention, danger. Il vaut mieux avoir une marque comme cette toute jeune marque qui s'appelle Blabel, qui est fondamentalement pensée dès le départ dans son temps, c'est-à-dire dans le recyclage, dans l'économie circulaire, et qui peut du coup jouer sur ces valeurs-là. Hein, pour info, ce sont des masques recyclés au départ de plastique récoltés en région bruxelloise. Ces marques-là, évidemment, ont beaucoup plus de chances d'être perçues comme sincères et de cartonner, y compris sur les réseaux sociaux. Hein, cette marque a quelques jours à peine et elle est déjà en train de cartonner, que d'autres marques qui, elles, sont purement et simplement dans la posture et qui n'ont pas un impact réel sur la société dans laquelle elles opèrent. Le consommateur actif sur les réseaux sociaux a un bon radar en général et détecte assez bien les discours bullshit, comme je les appelle, et pourvu que ça dure. L'enjeu est d'autant plus fort que, et je forme plein de monde pour l'instant, plein d'entreprises dans ce qu'on appelle l'employee advocacy, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut activer les réseaux sociaux personnels des salariés, des parties prenantes d'une entreprise. Donc l'enjeu, on le sent bien, est d'autant plus fort que aujourd'hui on est à la fois partie prenante d'une entreprise, mais aussi potentiellement consommateur, et que le décalage entre les deux, c'est-à-dire l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur, risque d'être extrêmement dangereux pour les marques. Et donc, pour beaucoup d'entre elles, je conseillerais carrément d'apprendre à la boucler, à observer du silence et à travailler en interne pour s'améliorer avant d'aller se vanter sur les réseaux sociaux. Parfois, le silence, c'est la meilleure des communications, à condition évidemment qu'elle se fasse en même temps qu'un vrai travail de fond. Donc, je dirais que j'espère que pas mal de marques vont se taire en réalité sur les réseaux sociaux en 2021. Se taire, ça ne veut pas dire ne pas écouter. Au contraire, ça veut dire écouter plus que jamais grâce aux réseaux sociaux, grâce aux outils d'analyse
Ici, il y en a un que j'ai épinglé, mais il y en a plein d'autres qui permettent aussi progressivement d'analyser pas seulement vos taux d'engagement, mais et la visibilité hein, de vos postes. Hein, oh là là, les publicitaires adorent tellement quand ils peuvent comparer X centaines de milliers de vues avec X milliers d'autres vues, alors que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bref, le taux d'engagement reste intéressant, mais la tonalité des conversations autour des marques sera aussi une grosse tendance d'analytics en 2021. Et j'espère que les outils qui sont très anglo-saxons pour l'instant vont s'améliorer dans l'analyse sémantique des discours qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Donc je répète, hein, les 4 tendances que j'ai évoquées avec vous, le social commerce, les messageries privées, le remixing de contenu et la responsabilité sociétale. Mais ça, ce sont mes 4 tendances. Je serais curieux de lire, d'entendre vos prévisions. J'avais déjà posté il y a 2-3 jours sur mon profil LinkedIn un appel comme ça à ma micro-communauté de tendance 2021. Il y en a pas mal qui ont participé. Isabelle, Désiré, que vous avez d'ailleurs eu en guest l'année passée, Alban également. Mais je serais ravi que vous soyez aussi les prochains à partager vos tendances, à critiquer peut-être celles que j'ai données aujourd'hui. Et pour tout ça, donc, je vous invite à me rejoindre. Vous voyez, conversion, call to action. Me rejoindre sur LinkedIn. Si vous avez un smartphone, c'est simple. Vous scannez tout simplement le code QR. Je vais poster dans quelques minutes un statut avec les slides en fait de ma présentation et je vous demanderai quelles sont vos tendances en fait pour 2021. Je suis vraiment très très curieux parce que l'exercice n'était pas simple. Merci d'ailleurs, j'en profite pour féliciter et remercier les organisateurs de m'avoir invité. Ça m'a obligé à bien réfléchir et à me projeter en 2021. Voilà, je vous attends donc sur LinkedIn et pour les tout vieux, vous pouvez même m'envoyer des mails si vous voulez me contacter. C'est un truc bizarre qui existe encore.